C'est pas obligé. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons ce soir la dernière conférence de notre cycle 2024 qui va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir une eau qui, par les temps qui courent, sera peut-être la bienvenue. Vous allez bientôt recevoir en début de semaine prochaine la lettre d'information qui va vous donner le programme des premières conférences de 2025 où nous espérons que vous serez aussi nombreux que vous l'êtes ce soir. Nous avons l'auteur de cette conférence ce soir. Aurélie Nocton est docteur en pharmacie de la faculté de Lille et est membre de la Société d'histoire de la pharmacie. Et puis elle va nous parler d'un remède qui, de bonne femme, mais comme on appelle de bonne femme, c'est-à-dire de bonne renommée au sens latin du terme, bien évidemment, qui a connu beaucoup de succès, qui a été considéré souvent comme une panacée. Peut-être faut-il réduire, Madame Lecnon va nous dire s'il faut réduire le champ d'action et d'efficacité de ce produit, mais il nous rattache au 6e arrondissement puisque ce sont les fermes des Chaux de la rue de Vaugirard qui l'ont développé et qui l'ont finalement rendu célèbre. Voilà, donc sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci. Si nous entendons bien, je pense que c'est la question. Est-ce que vous m'entendez tous déjà? Très bien. Alors, d'un côté, j'ai oui, et de l'autre côté, non. Vous m'entendez pas? Je sais pas, là, rapprochez-vous un tout petit peu. Allez. Là, ça va pas mieux non plus? Si, c'est bon. Bon, parfait. Merci. Alors, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honorée, très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter du coup un travail sur l'eau des carmes des chaussées de la rue de Vaugirard. Je vous remercie tous pour votre présence et pour la Société historique du 6e arrondissement de m'avoir invité pour la faire. Donc moi, je suis originaire de Lille. Donc pourquoi c'est moi qui vous présente aujourd'hui cette conférence? Eh bien, en fait, c'est parce que j'ai eu l'occasion de faire un travail sur le sujet pour le 45e Congrès international d'histoire de la pharmacie qui s'est tenu à Milan en 2022. Et comme j'ai eu l'occasion déjà d'écrire, d'étudier, de parler sur le sujet, Monsieur Bruno Bonnemain, donc, qui est présent ici, m'a proposé à la Société historique du 6e pour intervenir. Et je remercie à la fois Monsieur Bonnemain et la Société à nouveau pour m'avoir invité. Je vais donc vous présenter d'abord le plan, bien sûr, si ça marche. Excusez-moi, c'est bon. Et ça. Non, c'est bon, ça marche. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais du coup parler un peu de l'histoire des carmes des chaussées du couvent de Paris, mais assez succinctement parce que je pense qu'en étant militant du 6e, vous en sachez plus que moi sur la question. Ensuite, je parlerai du coup plutôt le sujet vraiment qui nous intéresse, c'est-à-dire l'eau des carmes des chaussées de la rue de Vaugirard. Dans un premier temps, son origine, ensuite sa composition, ou en tout cas ce qu'on en savait, ses propriétés, ses principales indications, parce que comme disait Madame Béchu tout à l'heure, ça pouvait être considéré comme une panacée, donc avec vraiment pléthore d'indications, j'en parlerai de seulement quelques-unes. Et également une partie qui me tient assez à cœur, la législation et les contrefaçons qui se sont faites autour de ce produit, il était tellement connu qu'en fin de compte, d'autres que les carmes des chaussées ont voulu avoir aussi un peu leur part de marché, si je puis dire, sur le produit et faire leur propre produit en utilisant la renommée de celui des carmes. Et enfin, nous verrons ce que j'ai appelé l'eau des carmes des chaussées après la rue de Vaugirard, parce qu'en fait, on se rend compte que bien qu'elle soit née rue de Vaugirard, elle n'est pas restée tout le long de sa production, de sa fabrication, de sa vente rue de Vaugirard, mais aussi, mais plutôt dans le 6e toujours, je vous expliquerai. Je précise dès à présent que là, mon étude va se concentrer surtout sur la vie de l'eau du 17e jusqu'au 19e, surtout dans la période où c'était les carmes des chaussées qui la produisaient. Moins, du coup, par la suite, c'est une eau qui a plusieurs siècles de renommée,
mais je vais vraiment me concentrer sur cette période-là. Un mot également sur mes sources. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh bien, dans un premier temps, les écrits d'Amédée Boyer, c'est-à-dire l'un des successeurs des Carmes des Chaussées, successeur qui était de 1840 à 1876 et qui a pas mal écrit sur la question, et également sur les archives, excusez-moi, de l'eau des Carmes Boyer, qui est l'actuel continuateur des Carmes et actuel producteur de l'eau. Alors, comme je vous disais, dans un premier temps, l'histoire des Carmes des Chaussées du couvent de Paris. Alors, d'abord, les Carmes, ce sont des pèlerins qui, à la période des croisades, c'est-à-dire fin XIIe, début du XIIIe siècle, sont venus d'Occident en Israël, au Mont Carmel, dans un but de pèlerinage en mémoire des disciples Élie et Élisée. Ils sont restés au Mont Carmel et ce sont eux qui ont formé les premiers Carmes, les premiers membres de l'ordre du Carmel. Ensuite, vers la fin du XIIIe siècle, beaucoup de Carmes ont été obligés de quitter la Terre Sainte suite à une invasion des Arabes. Et ils sont du coup répandus principalement en Espagne et en Italie. Et également, certains d'entre eux ont été ramenés par le roi Saint-Louis, qui revenait de la Septième Croisade, ramenés en France, plus particulièrement à Paris. Et c'est des Carmes, du coup, qui ont formé, in fine, ce qu'on a appelé le couvent de la place Maubert, qui est pas loin non plus d'ici. J'en parlerai un petit peu après. Ensuite, les Carmes étaient régis par des règles, donc comme je vous disais, qui avaient été inspirées de ce qu'on pensait être le mode de vie d'Élie et Élisée dans leur temps. Et en fait, ces règles s'étaient considérablement assouplies avec le temps. Et en Espagne, Sainte Thérèse d'Avila a décidé, avec un de ses disciples, Saint Jean de la Croix, de rétablir les règles originelles. Et les Carmes qui ont décidé de choisir cette voie ont formé une branche de l'ordre des Carmes qui a été appelée l'ordre des Carmes déchaussés, déchaux, du latin discalceati, c'est-à-dire qu'ils ne portaient à leurs pieds que des sandales, ou même j'ai déjà vu des pieds nus, dans un esprit de pauvreté. Il y a le pape Paul V a demandé lui-même l'établissement en France de ces Carmes déchaussés au roi Henri IV. Et au XVIIe siècle, deux Carmes déchaussés qui étaient français, mais formés d'abord en Italie. D'où ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ici l'image de l'Italie. Formés en Italie, se sont dirigés vers la France, plus précisément vers Paris, avec accord du roi. Mais avec le décès du roi Henri IV assez brutal, ils ont eu peur pour leur mission. Finalement sauvés par la reine Marie de Médicis, qui a accepté et autorisé leur établissement en France, à Paris, en juin 1611. Excusez-moi, juin 1610. Finalement, ils ont réussi à s'établir en 1611 avec accord de l'évêque de Paris, accord de la régente. Et c'est à partir de là qu'ils ont, hop, vous voyez, ils se sont établis à l'angle de la rue Cassette et de la rue de Vaugirard, dans ce qui était à la base une petite maison et qui s'est finalement agrandi considérablement avec beaucoup de dépendances. Notamment en 1613, c'est Marie Médicis elle-même qui a posé la première pierre de l'église Saint-Joseph des Carmes, qui est toujours actuellement rue de Vaugirard. Et Monsieur Chevalier m'a indiqué tout à l'heure que même la Société historique du 6e avait fait une visite de l'église il y a quelques semaines. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le thème. Et cette même église a du coup été bénite et rendue au culte dès l'année 1620. Et eh bien, on va dire, elle est opérationnelle, si je puis m'exprimer ainsi, depuis. J'ai rajouté ici quelques vues de cette fameuse église Saint-Joseph des Carmes. Alors, vous voyez ici un dessin de 1637. Oui, merci. En haut à droite, vous avez un dessin, alors malheureusement, n'était pas daté, j'ai retrouvé dans les archives des lots des Carmes Boyer, mais tellement joli à mon sens que je l'ai mis ici. Et là, tout en bas, à droite, c'est une photo que j'ai prise moi-même l'an dernier. Donc, on voit bien toujours la continuité de cette église. Passons maintenant à l'autre Mélisse des Carmes déchaussées de la rue de Vaugirard, de son nom complet en tant que tel. Tout d'abord, son origine. Alors là, pour son origine, je me suis vraiment basée sur les écrits d'Amédée Boyer, dont je vous parlais tout à l'heure.
et des archives également de l'eau des Carmes qui corroborent cet écrit. Alors, c'est assez, disons, peut-être pas flou, mais qui entraîne un peu le mystère. En fait, il semblerait qu'en 1611, c'est-à-dire l'année où les Carmes se sont établis rue de Vaugirard, un des Carmes aurait reçu d'un médecin une formule d'eau de mélisse et que le Carme, donc le père d'Amiens, vous voyez ici, aurait transmis à son couvent, à son seul couvent rue de Vaugirard, et ce couvent se serait chargé d'utiliser la formule, de l'exploiter et du coup de produire une formule d'eau de mélisse qui est celle qui a perduré depuis. Alors, ce qui est important ici, c'est que le père d'Amiens a reçu une formule d'un médecin. Le médecin, je ne serais pas capable de vous donner son nom, parce que même dans les archives, malheureusement, c'était écrit nom indéchiffrable, moitié effacé. Donc, j'ai aucune indication sur le nom du médecin. Est-ce qu'il a existé ou pas? Je ne saurais pas vous en dire. Malheureusement, c'est tellement ancien je dois me manquer aux écrits qui existent. À savoir aussi que l'origine que je viens de décrire, prônée par l'eau des Carmes des chaussées de la rue de Vaugirard, a été pas mal contestée, parce qu'on se rend compte que plusieurs couvents de Carmes, des Carmes s'étaient établis, pas forcément des chaussées, mais Carmes s'étaient établis en France, produisaient leur propre eau de mélisse. Plusieurs couvents avaient l'eau de mélisse des Carmes, ce qui n'était pas vraiment faux, étant donné que c'était quand même des Carmes. Mais ça cherchait aussi à utiliser la réputation que s'était construite l'eau des Carmes des chaussées de la rue de Vaugirard. Et par exemple, je citais tout à l'heure le couvent de la place Maubert. Un des successeurs des Carmes de la place Maubert, donc là qui est Prosper Dumont, a écrit qu'il contestait l'origine prônée par le successeur des Carmes des Chaussées, étant donné qu'en fait, il existait déjà une eau semblable, en tout cas une eau qui avait été produite par les premiers Carmes originels au Mont-Carmel, et que ces mêmes Carmes du Mont-Carmel étaient arrivés en France avec la formule et qu'ils avaient utilisé également, qui c'était la base d'autres formules qui avaient été par la suite produites par d'autres Carmes, d'autres couvents en France. Alors, est-ce que Dumont avait raison? Est-ce que Boyer avait raison? Je ne saurais pas trop vous dire. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'un ou à l'autre? Toujours est-il que ça forme aussi un petit mystère autour de l'origine de l'eau qui, à mon avis, aussi a participé à ce succès. Un peu de mystère, de mystique. Ça aide souvent. Par rapport à sa composition, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les Carmes, une fois qu'ils ont reçu leur formule du médecin, se sont fait vraiment fort de garder secrète la composition exacte, parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils jouaient toute leur popularité, on va dire. C'était la seule eau, l'eau véritable des Carmes des chaussées de la rue de Vaugirard. Et l'une de leurs préoccupations premières était vraiment de garder le secret. Les autres couvents ne pouvaient pas y avoir accès, les autres Carmes non plus, le public non plus. Donc, qu'est-ce qu'on sait vraiment de la composition à cette époque-là? Eh bien, il y avait la mélisse, c'est sûr, étant donné son nom, Eau de mélisse des Carmes, Melissa officinalis Linné, le L. Mélisse dont les propriétés étaient déjà connues depuis un bon moment. Là, vous voyez, j'ai repris un exemple d'un ouvrage de 1497 qui parlait déjà de l'eau de mélisse. Ensuite, eh bien, on ne sait pas trop. Je vous ai mis, là, c'est dans les écrits d'Amédée Boyer, tout en bas. En la choisissant, donc la mélisse, pour base de leur liqueur bienfaisante, les Carmes lui associèrent d'autres éléments. Excusez-moi, je me permets de réduire ici. Voilà. D'autres éléments aussi salutaires et plus énergiques. Ces éléments qu'une curiosité intéressée a vainement cherché à découvrir, formant des secrets de sa composition. L'autre partie reste ignorée, et elle n'est pas moins importante. Ce sont les détails, les soins minutieux qu'exige cette préparation. Donc, on sait qu'il y avait des plantes médicinales autres que la mélisse, lesquelles, je ne saurais pas vous dire, c'était pas précisé. Amédée Boyer, dans ses écrits, parle à un moment donné, j'ai la citation, juste que je retrouve dans mes notes. Veuillez m'excuser. Il mentionne dans ses écrits, mentionnez tout d'abord donc la mélisse, parce qu'elle est l'une des plus importantes et des plus agréables que possède l'eau des Carmes. Alors, mentionner tout d'abord, je me disais, chouette, dans la suite de l'écrit, je vais trouver d'autres indications sur l'identité des plantes. Bah, j'ai été bien déçue, mais pour avoir relu l'ouvrage, peut-être dire 4-5 fois, j'ai toujours pas trouvé.
Donc, je suis restée un petit peu sur ma faim. Et bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait de l'alcool à l'intérieur parce que, eh bien, Amédée Boyer parle d'élixir qui, dans sa définition, en fait, est une préparation liquide à la fois alcoolique et sucrée, renfermant des substances médicamenteuses et aromatiques. Alors, pour le coup, médicamenteuse, peut-être pas pour le décarbe, mais au moins aromatique à base des plantes médicinales. Et là, je vous mets un secret longtemps gardé, c'était vraiment la force des carmes. C'est bien gardé en fait que bien personne ne la connaissait, mais elle avait tellement de réputation, elle a acquis tellement de réputation que des formules d'Aude Mélis Descartes sont apparues dans des ouvrages scientifiques à disposition surtout des apothicaires et qui étaient utilisés par eux. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer de chercher dans ces formules qui existaient et qui étaient à la vue de tous ce qu'il pourrait y avoir dans la véritable Aude Mélis Descartes des chaussées de l'Hermine Girard. Donc là, par exemple, je vous ai pris un extrait de la formule ce qu'on appelle Codex Medicamentarius Sive Pharmacopoeia, si j'avais à bouger, voilà, Gallica, donc autre nom de la pharmacopée française, c'est-à-dire un recueil de formules de préparation, surtout au début de plantes, à base de plantes, mais après médicamenteuses. Dans sa première édition de 1818, vous la voyez ici en latin. Donc, on a une formule de Alcolatum de Melissa compositum, quod vulgo dixere carmelitarum aquam. Ce que ici j'ai transposé, alors la traduction, je ne vous cache pas, n'est pas de moi. Je voudrais bien vous dire que j'ai traduit le latin moi-même avec le Gaffio. Malheureusement, je n'ai pas cette faculté. Je me suis aidée d'un traducteur, mais toujours est-il ceci est ce qu'il en est sorti. Donc, alcola de mélisse composé communément appelé eau des carmes. Alors, ce qui était intéressant, outre la composition, c'est que là, la formule était connue par hasard. Par hasard. Supposément, l'eau des carmes est connue par hasard. Donc, qui contient de la cannelle, clou de girofle, noix de muscade, la vanille, la coriandre, des zestes de citron dans l'alcool, du coup, des parties d'angélique, romarin, marjolaine, des thym, sauge et bien sûr la mélisse. Alors, ça pourrait être une indication. Beaucoup d'autres formules existent aussi. Le problème, c'est que, bon, pour contrer tout ça, Amédée Boyer a bien écrit dans ses écrits, c'est le cas de le dire, que la formule dont il avait dans sa possession n'avait rien à voir avec les autres. Donc, en fin de compte, j'en sais pas plus, mais toujours est-il que j'ai pu digresser sur le sujet pour essayer de faire avancer les choses en échouant un petit peu. Voilà. Alors, concernant ces propriétés, je vous ai fait une citation. Si, Vous voulez me dire? Maître Méliès, c'était pas. Oui, Mais c'est pas oui, d'accord, pas- pas de problème. Donc, pour les propriétés de l'eau des carmes, je vous lis la citation. L'eau des carmes agit donc plus comme préservatif que comme curatif. Ce n'est pas un remède dans l'acception restreinte du terme, ce n'est pas un médicament. C'est une liqueur hygiénique qui rend à l'économie animale les forces qu'elle perd en résistant aux causes destructrices qui la menacent constamment. Elle porte la sérénité dans l'âme en donnant le calme au nerf. Elle augmente la puissance d'intelligence en ajoutant à l'énergie du cerveau. Elle régularise la circulation sanguine, la respiration pulmonaire en donnant aux nerfs la force de diriger les mouvements du cœur et des poumons. Elle entretient les fonctions digestives en mettant les nerfs en état de présider aux différents organes qui y concourent. Donc, c'est long. Tout ça pour dire que justement, il y avait beaucoup de propriétés revendiquées par cette eau des carmes. Et de ce fait-là, beaucoup aussi d'indications. Donc là, je vous en ai mis les principales. Alors, d'où je tire ces indications, c'était d'un prospectus des successeurs des carmes des chaussées, qui a été produit du coup sur le décarme. Ce qu'on retrouve majoritairement, c'est une action au niveau nerveux. Vous voyez, apoplexie, vapeur, vertige. C'était aussi reconnu pour tout ce qui était infection, affection. Palpitation, ça avait un effet sur la fonction cardiaque. L'ODCAM était même qualifié de cordial, c'est-à-dire avec un effet sur le cœur. Et globalement, une action sur tout le tractus gastro-intestinal, donc estomac, vous voyez, digestion, gastralgie, c'est-à-dire maux d'estomac, colique, donc là, tout ce qui est intestin. Vous avez également une fonction là au moment de la délivrance pour la femme et douleurs dentaires. J'en ai passé, il y avait asthme, aussi traitement des plaies, à la fois interne et externe. Globalement, comment ça se prenait? Alors, ça se prenait pur ou dilué dans une boisson, une liqueur.
Là, par exemple, si vous voyez ici, faiblesse, syncope, évanouissement, léthargie, c'est-à-dire grande faiblesse, une cuillerée pure à ce moment-là. Digestion, eh bien, un quart de cuillerée pure après le repas. L'attaque d'apoplexie, alors j'aime assez, c'était bien précis. Donnez d'abord une cuillerée d'eau pure, renouvelez si absence d'effet jusqu'à reprise de connaissance, qui arrive généralement vite si l'eau est prise à temps. Mais souvent le malade périt parce qu'on n'a point en main de cette eau pour lui en donner promptement, ou pour ne lui en avoir fait prendre une assez grande quantité dans le commencement de la maladie, et on ne doit craindre qu'elle lui fasse mal. C'était précisé aussi qu'il fallait pas hésiter à frotter les narines et les tempes et en faire inhaler. Alors, c'était bien détaillé. Vous voyez, il y a ici beaucoup d'indications. Je vous cache pas, comme disait Madame Béchu, est-ce que c'était vraiment une panacée ou non? Bon, je ne me prononcerai pas sur la question parce que ça a quand même une renommée vraiment importante. Donc, on peut penser que les effets étaient vraiment multiples, sachant qu'il y avait quand même plusieurs plantes médicinales dont les effets ont été reconnus par la suite. Par contre, je ne vous cache pas que pour les attaques d'apoplexie, je suis assez réservée sur la question. Parce que apoplexie, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un ancien terme médical qui désigne en fait un arrêt brutal des fonctions cérébrales, généralement causé par une hémorragie cérébrale. Le pronostic vital est particulièrement défavorable. Je me dis que prendre de l'eau, de toute façon, des carmes, ils auraient pu en prendre des litres, si je puis dire. Et je ne suis pas sûre que ça aurait sauvé le patient dans tous les cas. Après, je le souhaite, mais j'ai un petit doute là-dessus. Après, à savoir que ces indications ne sont pas pour autant farfelues, si je puis dire, parce qu'à l'heure actuelle, l'Agence européenne du médicament, l'IMA, qui est basée à Amsterdam, produit des monographies, notamment par un comité qui est spécialisé sur les produits médicaments à base de plantes. Et l'une des monographies est dédiée aux préparations à base de feuilles de mélisse, Melissa officinalis. Et les indications, enfin les propriétés des feuilles, des préparations à base de feuilles de mélisse sont reconnues pour avoir un usage traditionnel pour les symptômes légers du stress mental, pour faciliter l'endormissement et également pour tout ce qui est troubles légers gastro-intestinal, dont tout ce qui est ballonnement, flatulence, ce qu'on pourrait rapprocher ici à colique et digestion gastrique, etc. Donc ça corrobore et ça se maintient. Alors, comme je vous disais, l'eau de mélisse a eu énormément de succès et a été utilisée pendant très longtemps et par beaucoup. Ah, vous m'entendez pas, monsieur? Dans le micro, comme ça? Ça va mieux? Je suis vraiment sur le micro là. Ça va? Bon, parfait. Donc, je disais, l'eau de mélisse des carmes a eu énormément de succès et les carmes des chaussées, du coup, ont eu affaire à énormément de contrefaçons, d'apothicaires notamment, qui ont voulu profiter de la réputation de l'eau des carmes pour produire leur propre eau de mélisse. Et dès 1667, comme vous pouvez voir ici, première contrefaçon par un apothicaire, maître Jean-Claude Verdeil, qui en fait a eu tellement de succès avec sa propre eau qu'il a réussi à acheter une maison avec ses gains. Donc, les carmes voulaient dire stop, et ils ont fait une pétition au roi Soleil pour avoir le monopole vraiment de production sur l'eau des carmes, en fait, qui portait quand même leur nom. Le monopole sur la production et la vente de l'eau des carmes. Pétition qui n'a eu de réponse qu'en 1709, excusez-moi, réponse par lettre patente royale. Alors pourquoi en fait en 1709? Parce que dans l'entourage proche du roi, eh bien, on s'était rendu compte que l'eau des carmes des chaussées de la rue Girard avait un réel effet et très prisé, et ça avait rétabli les vapeurs de plusieurs dames de la cour. Et du coup, le roi s'en a été aperçu et a dit, bon, bah, il a réagi, on va dire, à ce moment-là, à la demande des carmes, et leur a octroyé du coup la propriété exclusive de l'eau, de leur propre eau. C'est quand même un peu incroyable, si je puis dire, la propriété exclusive de leur propre eau qu'ils fabriquaient originellement. Néanmoins, eh bien, ça n'a pas suffi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de contrefaçons quand même qui apparaissaient, qui étaient vendues, toujours en essayant de se baser, de profiter sur la renommée de la première eau des carmes.
Et ces mêmes carmes ont déposé un dossier de demande en 1773, puis en 1776, demande pour renouveler, pour appuyer leur monopole sur l'euro, et demande qui a d'abord été analysée par la Commission royale de médecine, qui a estimé du coup par deux fois que la réputation de l'eau était vraiment dédiée à l'eau des carmes des chaussées et que c'était vraiment ces seuls carmes qui devaient avoir la main sur le produit et le monopole de fabrication et de vente. 2 brevets royaux du coup pour 3 ans, donc en 1773 et 1776. Alors date exacte, les rapports rendus du coup par la Commission royale de médecine datent des 8 janvier 1773 et 1776. Les brevets royaux datent du 15 février 1773 et du 9 janvier 1776, les deux pour 3 ans. Donc, en 1779-1780, les carmes avaient leur deuxième brevet, du coup, qui avait l'échoir, qui était échu. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait une formule d'eau de mélisse qui était inscrite dans des pharmacopées. Alors là, c'était vraiment des recueils qu'utilisaient les apothicaires, un recueil officiel, en tout cas officiel, qui était fortement utilisé. Et du coup, les carmes ont voulu renouveler à nouveau leur monopole. En 1780, ils ont eu un troisième rapport de la Commission royale de médecine qui a analysé d'un côté l'efficacité de l'eau de mélisse qui était produite selon les formules des pharmacopées et l'eau de mélisse qui était produite selon la formule des carmes. Donc les carmes ont présenté exceptionnellement, bien que c'est la seule fois où ils ont donné le secret de leur formule, en tout cas de leur eau à quelqu'un, donc à la Commission royale de médecine, sous secret bien sûr. Et la Commission royale de médecine a estimé que c'était l'eau des carmes des chaussées qui était vraiment supérieure et par rapport à toutes les autres. Et alors là, ils ont obtenu un brevet de validité à 20 ans. Ensuite, malheureusement, contexte révolutionnaire. En 1790, eh bien, il y a eu un décret. Alors, voilà. La Révolution apporta des lois sur les biens ecclésiastiques, notamment le décret du 2 novembre 1789, qui décrétait les biens à la disposition de la nation. Ensuite, il y a eu l'article premier du décret qui prohibe en France les vœux monastiques de l'un et de l'autre sexe, donc en 1790, qui a supprimé les ordres. Donc les carmes ne pouvaient plus être des carmes, dire simplement les choses. Les couvents étaient supprimés. J'en parlerai un peu plus après. Eh bien, certains carmes, donc du coup 47 anciens carmes, ont décidé de s'associer non plus sous forme de carmes, mais en société commerciale pour poursuivre l'exploitation de la formule et la vente de leur eau. Et ensuite, ici tout en bas, je vous ai mis l'évolution des propriétaires, des successeurs des carmes, qui sont restés, donc là, Mira, Didier et compagnie, c'était toujours des carmes, Paradis, Magnin et compagnie, toujours des carmes, Paradis, le dernier des carmes, et Royer, à partir de, disons, Monsieur Royer, c'était plus des carmes, mais ils ont, disons, racheté la propriété successivement. Vous voyez ici, à Modé-Boyer, à partir de 1840. Je vous ai mis alors plusieurs extraits donc tirés vraiment des archives que j'ai pu consulter. Ici, c'est le titre de 1776, c'est le deuxième brevet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout en haut, vous avez l'extrait vraiment des registres des délibérations de la Commission royale de médecine. Donc là, c'est vraiment écrit noir sur blanc qu'ils ont estimé après première évaluation en 1773, eh bien qu'il fallait renouveler, qu'ils conseillaient de renouveler la vente, la production de l'eau uniquement aux carmes des chaussées. Et en dessous, vous avez le texte brevet du roi. Vous voyez, aujourd'hui, 9 janvier 1476, le roi étant à Versailles, nanana, excusez-moi pour l'abréviation. Mais en somme, ils accordaient la production et la vente aux carmes. Ici, c'est 1780, c'est au moment de la troisième délibération de la Commission royale de médecine, texte originel. Vous voyez ce que je vous disais, excusez-moi, tout à l'heure. Donc, ils estimaient vraiment que l'eau des carmes strictes était supérieure
C'était vraiment écrit textuellement. L'eau de mélisse composée par l'édit religieux est absolument différente de celle qui est préparée par les apothicaires, conformément aux formules consignées dans les pharmacopées, qu'elle est même supérieure, tant par la composition et manipulation que par ses propriétés, qu'elle peut être utile dans plusieurs circonstances. En conséquence, les dits religieux doivent être maintenus dans la possession où ils sont de la composer, vendre et distribuer, et qu'il y a lieu de leur accorder tout privilège nécessaire à cet effet. Alors, à savoir, par contre, il avait été spécifié que les carmes devaient uniquement se consacrer à cette vente, production et vente. Ils n'étaient pas autorisés à produire ou à vendre d'autres remèdes externes ou internes. Ça, c'était le monopole des apothicaires, ni à pratiquer des actes chirurgicaux. Monopole des chirurgiens. Enfin, dernier texte originel, 1791. Là, c'est au moment, je vous décris un peu ce qui s'est passé, c'est vrai que je n'ai pas parlé avant. En fait, en 1791, eh bien, comme je vous disais, les carmes avaient perdu leurs biens parce qu'ils avaient été estimés rendus à la nation. Et ça comprenait également la formule de l'eau et tous les ustensiles et ingrédients qui étaient nécessaires à la fabrication de l'eau. Donc, en gros, tout leur exercice et leur monopole. Donc, ils ont adressé une requête. Alors, une requête au directoire. Il y avait été instauré des directoires à cette époque pour récupérer leurs biens. Leurs biens, non plus du coup sous la forme vraiment de carmes, mais disons un statut assez intermédiaire, était plus vraiment des carmes, mais parce qu'également, il fallait savoir que les religieux ne pouvaient plus avoir de biens que pour leur usage personnel. Donc là, au sens strict, c'était plus vraiment pour leur usage vraiment personnel, c'était un peu annexe. Donc en fait, ils ont... Excusez-moi, je me perds mes notes. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je m'y retrouve dans mes notes. Je fais un point. Donc voilà, donc les carmes des chaussées firent la déclaration de leurs biens, ça s'était rendu obligatoire à la municipalité de Paris en 1790. Dans ces déclarations se trouvaient compris les ustensiles et ingrédients qui étaient destinés à la composition de l'eau dite des carmes, dont la valeur était estimée à 59 000, alors c'est précis, 59 809 livres, 17 sols. Voilà. En juin 1791, les religieux présentèrent un mémoire au directoire du département de Paris. Mais ce même directoire, en fait, il demandait la récupération de leurs biens, mais ce même directoire a refusé. A refusé. Par contre, les religieux ont redéposé un nouveau mémoire au directoire en leur indiquant qu'en fait, en ayant refusé de prime abord, eh bien, ça leur portait un double préjudice. Déjà, d'une part, parce que ils devaient racheter leurs biens, tout de même pour à peu près 60 000 livres, ce qui n'était pas rien. Et en plus, qu'en fait, leurs biens étaient censés être vendus à l'encan, c'est-à-dire en enchère publique. C'est-à-dire que leur secret de fabrication qu'ils gardaient jalousement depuis déjà plusieurs siècles, eh bien, risquait d'être délivré au public et d'avoir plus vraiment de valeur, en fait. En tout cas, eux, de perdre leur valeur. Oui, enfin, non. C'est pas... Et du coup, pour éviter cela, ils offrirent de payer le prix de leurs ustensiles et ingrédients d'après l'estimation dont je vous ai parlé tout à l'heure, portée à l'inventaire. Et par arrêté, vraiment un arrêté du 11 juin 1791, le directoire décida que les provisions, préparations et ustensiles servant à la fabrication et au débit de l'eau des carmes leur seraient vendus pour la somme de 60 000 livres, qu'ils paieraient au district de Paris le 10 juillet suivant. Voilà, et en fait, c'est ce que je vous ai remis ici, agrandi ici. Vous voyez, moyennant une somme de 60 000 livres qu'ils paieront au receveur du district de Paris le 10 juillet prochain. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer le texte originel. Et donc, les carmes avaient bien récupéré leurs biens. Alors, ce que je vous disais, ce que j'ai appelé eau de ministre des carmes après la rue de Vaugirard. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les carmes ont été, vu leur ordre, être supprimés, ils ont été obligés de quitter la rue de Vaugirard. Mais avant, je vous parle du fait, après la Révolution, fermeture du couvent, ils se sont formés en société commerciale. Alors, c'est un peu rapide. Là, c'était vraiment les archives que j'ai vraiment voulu montrer, c'était vraiment très intéressant. Archives retrouvées dans les archives de l'eau des carmes noyées. Vous avez à gauche le texte originel. En fait, c'était
la transformation du couvent en une société commerciale. 47 anciens carmes ont décidé, bon, ils n'étaient plus carmes, le choix, mais de s'associer en société commerciale pour pouvoir continuer à exploiter la formule de leur eau et continuer la vente. Alors, la texte originel, j'ai fait une transcription à côté. Vous avez le nom des 47 carmes, vous voyez, alors je sais pas si oui, voilà. Le nom des 47 carmes ici. À côté, donc ça, c'était fait en 1792. Il y a eu un, un répertoire, si je puis dire, des âges, 1795, que vous avez sur le côté là. Les dates de mort, pardon, étaient d'âge en 1795. Chose que j'ai compilée avec une autre archive. Là, c'était vraiment le catalogue de tous les noms des carmes depuis, alors je ne me souviens plus exactement des dates, mais vous aviez à peu près une dizaine de pages avec le nom des carmes, alors leur nom civil, leur nom religieux, leur date de naissance, leur date, la date à laquelle ils ont rejoint l'ordre des carmes, leur lieu de naissance également. Et j'ai compilé du coup les deux documents, ça marche, voilà, pour former ce tableau. Donc, vous voyez, c'était par devant le notaire à Paris, sous-signé, furent présents les révérends prêtres, et composant ci-devant la conventualité, c'était une conventualité de la maison des Carmes des Chaussées de la rue de Vaugirard à Paris, à dater du 6 avril 1792, au total 47 associés. Voyez. Et les noms que j'ai mis en gras, je vais les reprendre juste après. C'est des carmes qui avaient une place, on va dire, plus importante, je peux dire, que les autres dans la société. Ceci pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, suivant ce qui a suivi la page ici de gauche, était eh bien, une sorte de convention entre ces 47 carmes, avec plusieurs articles qui définissaient vraiment, disons, leur mode de vie, le mode de vie de la société. Et qu'est-ce que ça disait? Alors, je n'ai pas mis de diapo là-dessus, mais je vais vous le dire exactement. Donc, c'est moi d'établir une sorte de convention régissant leurs associations. Le deuxième article disant, le point le plus essentiel de leur association est la sûreté et la conservation à perpétuité du secret de la composition de ladite eau. C'était vraiment le cœur de leur objectif, disons. Et avait aussi été mis en place un coffre à 3 clés, servant à la conservation des, je cite, notes, renseignements et connaissances nécessaires pour la manipulation et fabrication de ladite eau de mélisse, lesquels seront décrits de manière à n'être compris et entendus que des manipulateurs actuels de 3 associés. Les clés étaient confiées aux 2 plus anciens religieux prêtres et aux plus anciens religieux frères et frères. Le coffre était disposé dans le cabinet du laboratoire, un laboratoire qui était dédié à la production de l'eau, dont la clé était confiée au manipulateur. Alors, les 47 anciens carmes étaient divisés en 4 classes, c'est-à-dire, d'une part, les associés conservateurs du secret, messieurs Ratier, Boulet et Châle. Ensuite, vous aviez les associés lecteurs, Folio, Jeannot et Varin. Les associés manipulateurs, donc là, c'est messieurs Mira, Lebon et Dronfroment. Et les associés dits ordinaires, sans fonction de l'entreprise, qui sont tous les autres comparants au nombre de 38. Là, c'était 47 moins les 9, donc ça fait bien 38. Le 12e article de cette même convention spécifiait par ailleurs que le secret de la composition de l'eau n'était la propriété d'aucun des individus en particulier, vraiment la société en général, mais appartiendrait de plein droit aux associés survivants, ainsi successivement jusqu'au dernier qui en aurait la libre disposition. Mais jusque-là, les dépositaires du secret étaient engagés par serment de n'en donner aucune connaissance et de ne s'en servir que pour l'avantage de la société tant qu'elle subsisterait. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous disais, le dernier carme, le frère Paradis, eh bien, à partir du moment qu'il était mort, eh bien, le serment a été rompu, la convention a été rompue, et les successeurs ont pu eh bien, racheter la propriété et eh bien, elle s'est transmise au fur et à mesure. Alors, je passe les autres articles de cette même convention, c'était assez logistique et financier, mais je voulais vraiment mettre un accent là-dessus
pour vraiment montrer que même après la fin des cartes de chaussée au sens strict, il y avait vraiment toujours une volonté de garder le secret pour continuer à l'œuvre des cartes de chaussée originelles et continuer le travail sur l'eau des Mélisses. Donc, je vous disais tout à l'heure, ils ont été déplacés de la rue de Vaugirard à la rue Taranne, en fait, rue Taranne, en 1793. Et je vous ai repris volontairement ici un dessin pour vous situer un petit peu. La première fois que j'ai parlé de Descartes, j'ai eu une question après du professeur Bourrinet qui me demandait, mais en fait, la rue Taranne, elle est où maintenant? Parce qu'elle n'existe plus. Mais là, du coup, j'ai fait une sorte de superposition entre l'emplacement. Alors, c'était pas en 1793 au sens strict ici, mais ça représente un peu l'emplacement tout de même. Rue Taranne, là voilà. Et là, c'est en 2024. Alors, sur Google Maps, en fait, c'est au niveau du boulevard Saint-Germain. La rue Taranne a été fermée pour l'agrandissement du boulevard Saint-Germain que vous avez ici. Je voulais vous montrer également un prospectus de Mélis Descartes. Donc là, vous voyez, c'est un prospectus qui a été fait par les sieurs Mira et Didier, donc deux des anciens cartes dont je vous ai parlé précédemment, qui, leur volonté était vraiment de prouver aussi, à la fois de garder leur secret et de prouver qu'eh bien, par des prospectus, il fallait vraiment se fier disons, à eux, en fait, à leur prospectus et à leurs produits, comme étant les seuls originels, les seuls vrais, la seule vraie Mélis Descartes, des chaussées. Donc là, je voulais vous montrer un exemple que j'ai trouvé également dans les archives d'Othecarme-Boyer. Vous avez ici un rappel des rapports qui avaient été rendus en 1780. À droite, vous avez aussi une précision. Donc là, c'est la première fois, je pense, qu'ils ont précisé qu'il fallait absolument que leurs produits comportent ce qu'on appellera après une marque. Ce que je vous montre ici avec la flèche. Vous avez d'un côté, donc ici, un C et un D entrelacés pour Carme des Chaussées. Voilà, rue Taranne, au numéro 14. À gauche, les fichiers de Saint-Jean-de-la-Croix, à droite de Sainte-Thérèse d'Avila, pour rappeler les deux saints qui avaient été à l'origine des Carmes des Chaussées. Et voilà, un petit peu de graphie autour. Vous avez en dessous une manière de se servir de cette eau souveraine, donc un peu le mode d'emploi, la liste des indications pour lesquelles elle pouvait être utilisée l'eau des Carmes, ce que je vous ai entre guillemets synthétisé avec le tableau tout à l'heure. C'est beaucoup plus profus en prolixe du moins en information. Et également aussi, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, qu'il existait une teinture jaune, une teinture d'eau des Carmes qui était utilisée exclusivement par voie externe. C'est vraiment utilisé pour à la fois les plaies externes, les paralysies au niveau musculaire, les rhumatismes, voilà. Et ici, vous avez toute une liste de dépositaires. Les Carmes s'étaient arrangés pour avoir des dépositaires avérés qui pouvaient vendre. C'était pas les Carmes. En fait, ils avaient autorisé certaines personnes, disons, pour vendre leur eau à leur place, mais c'était autorisé, c'était sous leur égide. Et là, je voulais mettre aussi un accent, j'avais trouvé cette citation particulièrement agréable. Le contrefacteur, cette plaie de notre siècle, qui naît d'abord rampant et maigre dans un coin obscur, puis grandit et pullule engraissé de gains illicites, jusqu'à ce qu'on l'écrase, comme un dégoûtant parasite devait voir dans un produit que le monde entier achète rue Taranne, 14, une précieuse occasion de lucre, et il commença son œuvre. C'est vraiment écho à tous les contrefacteurs. Desboyer, le successeur des Carmes des Chaussées, avait eu affaire à nombre de contrefaçons, et son ouvrage, il a écrit un ouvrage en 1860. Il racontait que entre 1840 en somme et 1860, il avait déjà dû se battre contre une vingtaine de contrefaçons. Donc c'était vraiment aussi son cœur de métier, entre guillemets, et vraiment une volonté farouche de montrer ses droits. Je conclus cette présentation avec quelques photos. Je voulais vous montrer certaines photos particulièrement réussies. Alors, vous avez là plusieurs modèles de bouteilles d'eau des Carmes, pareil, qui ont été tirées des archives d'eau des Carmes-Boyer. Je peux vous raconter brièvement pourquoi cette forme, surtout pourquoi le cachet. En fait, c'est parce que Richelieu, le cardinal Richelieu, était friand de cette eau de Mélis Descartes. Et
un jour, il a senti son flacon et il s'est dit, tiens, c'est bizarre, l'odeur est différente de l'ordinaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, il s'est rendu compte que bah, c'était du poison. C'était le duc d'Orléans qui avait fait remplacer la bouteille de Descartes de Richelieu par du poison. Et depuis ce moment. Et donc à l'époque, eh bien, les carnes des chaussées avaient été mis en cause. Et eux, les producteurs, du coup, ils étaient mis en cause en premier. Ils ont été, comment dire, ils ont été graciés, mis hors de cause. Je ne saurais pas vous dire comment, mais en tout cas, ils ont été mis hors de cause. Mais ils se sont dit, bon, on va sceller nos flacons pour être sûr que, bien, si le flacon est bien scellé, le flacon n'a pas été trafiqué. Et donc, ils ont mis un cachet à base de cire rouge qui rappelait la pourpre cardinale de Richelieu, en écho à Richelieu. Voilà. À côté, vous avez ici ce qui est devenu des marques de la marque de l'eau des Carmes, du coup, devenue Boyer. Vous avez ici ce que je vous ai montré en partie tout à l'heure sur le prospectus. Voilà. En dessous, j'ai fait le parallèle avec une photo que j'ai prise moi-même dans les archives d'eau des Carmes. Et à côté, eh bien, un zoom sur le fameux cachet dont je viens de vous parler, avec écrit ici rue de l'Abbaye. Bien, avec l'évolution du temps, pour le coup, là, c'était rue de l'Abbaye. Ils se sont déplacés de la rue de Taranne à la rue de l'Abbaye, une fois que la rue de Taranne a disparu, pour laisser place au boulevard Saint-Germain. Justement, je me suis amusée la semaine dernière à aller prendre quelques photos sur place directement du quartier, enfin en tout cas des lieux, disons, emblématiques à l'époque des Carmes dans le 6e, c'est-à-dire dans le premier lieu, eh bien, la rue de Girard, hein, bien sûr. Vous avez là une photo en haut externe, hein, je ne sais pas, je vais montrer, c'était fermé, de l'église des Carmes des Chaussées. Ici, c'était à travers les grilles, j'ai réussi à avoir une belle photo tout de même. Vous avez à droite, eh bien, ce qui reste de la rue Taranne, parce que on s'est rendu compte, et d'ailleurs c'est Monsieur Lagourgue qui est présent et qui est directeur de l'ODK-Moyer qui m'en avait averti. Dans le boulevard Saint-Germain actuel, on a toujours une trace de la rue Taranne qui existait. Donc, vous voyez ici, j'ai pris une photo. Donc on voit bien boulevard Saint-Germain, et au-dessus, eh bien, il y a toujours gravé dans la pierre le rue Taranne. Toujours bien visible et bien gravé. J'étais même surprise que ce soit autant visible, mais c'est bien visible. Et enfin, vous avez une photo de la rue de l'Abbaye. Alors, enfin, photo, c'est une copie d'écran de Maps, parce que je me suis rendu compte d'une bêtise. Je me suis bien déplacée rue de l'Abbaye pour prendre la photo, j'étais bien contente, sauf que je me suis trompée de numéro. Je n'ai pas pris une photo du numéro 6, j'ai pris une photo d'un autre numéro, je me suis sentie bien bête. Heureusement, je me suis rendu compte. Bon, toujours est-il que du coup, ce n'est pas une photo, c'est une capture d'écran de Maps. Et donc, vous avez bien là le 6 rue de l'Abbaye, où étaient établis eh bien, les successeurs du Carmes Chaussée. Voilà. C'est fini ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Question. Si je comprends bien, l'eau des Carmes à l'heure actuelle, sa formule est connue, puisqu'elle est utilisée. C'est celle où on dit voilà ce que contient l'alcool, ce que contient, quelles sont les plantes qui sont utilisées. Donc celle-là est connue. C'est la vraie eau des Carmes avant qui n'est pas connue. Elle reste secrète. Oui, bien sûr, oui. Alors, je vous remercie pour la question. Alors oui, du coup, là, je vous disais, j'ai vraiment fait un focus sur la composition, disons, originelle, ce qu'on pouvait en savoir sur l'eau des Carmes des Chaussées de la rue de Girard. Eh bien, actuellement, en effet, on connaît les plantes qu'il y a dans l'eau des Carmes Moyer. Par contre, eh bien, on n'a pas sa composition. Alors, il y a une composition qualitative, donc l'entité des plantes, et qualitative, la quantité qu'on met non, c'est l'inverse, c'est qualitative. Une espèce de posologie, finalement. Non, c'est pas la posologie. Parce que la posologie, c'est la façon dont on doit prendre des carnets. C'est vraiment eh bien, par exemple, le mélisse, 30 grammes, isope, je vous montrerai tout à l'heure 30 grammes, pour, mettons, 100 ml. Vous voyez alors ça, ma connaissance,
Actuellement, on n'a pas ces informations-là. Aussi, vous dire si l'eau des carmes qui est produite actuellement est stricto sensu 100% la même que celle qui était faite par les carmes des chaussées, je peux pas le garantir. Enfin, non, théoriquement, oui. Après, ça reste des secrets de fabrication, des secrets vraiment internes aux carmes des chaussées, à leurs successeurs. Donc ça, je suis pas. Mais est-ce qu'on sait si le secret, est-ce qu'on sait si le secret bien maintenu, verrouillé par les carmes eux-mêmes, s'est transmis à leurs héritiers, enfin, oui, à ceux qui leur ont succédé? Normalement, oui. Voilà. Oui, oui. Ah oui. Normalement, oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le ministre? Comme si c'était au moment de la milice. Eh bien, c'est la mélisse. C'est ce que je vous disais, du nom latin Melissa officinalis, du nom de son trouveur Linné. C'est une plante, c'est une herbacée, c'est une plante. La mélisse, c'est une plante. Elle est appelée aussi citronnelle parce qu'elle a une odeur un petit peu citronnée, mais c'est une plante. Et ça, son nom aussi vient de Mélissa. En fait, la plante pour dire, les abeilles elles sont attirées par la plante, par la mélisse. Et Mélissa, l'origine même grecque du nom, veut dire abeille. Oui. Ouais. Une autre question. Oui. Des aspects de l'histoire des techniques actuelles, découvrir une constitution de ce vrai aujourd'hui. Parce qu'on sait tout faire. Bah, peut-être qu'on n'a tout simplement pas cherché. Ça, je vous avoue que. Après, ça reste un produit qui est justement renommé depuis très longtemps. C'est pas un médicament, donc réglementairement parlant, ils ne sont pas obligés de délivrer vraiment la composition exacte de leur produit. Voilà, j'avoue que c'est. C'est comme le Coca-Cola. Non, le Coca-Cola, on ne connaît pas la formule. Enfin, la formule du Coca-Cola, reste secrète. Et Coca-Cola la verrouille énormément. On retrouve le même cas. Vous avez peut-être dit, mais je n'ai pas bien entendu, est-ce que ça existe toujours? Oui, bien sûr. Oui. Sur Internet. Alors oui, tout à fait, ça existe toujours. Du nom de Odecar envoyé, ça se vend en pharmacie. Alors Madame Béchu disait Internet, oui, mais alors, leur site Internet également. Alors, n'achetez que sur leur site, hein. Moi, je suis contre. On peut toujours avoir des doutes, quand c'est pas un site officiel, c'est pas le site du producteur. Il faut toujours acheter sur le site du fabricant pour être certain de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on prend. Voilà. Donc, c'est disponible sur leur site et dans les pharmacies qui sont, si je puis dire, partenaires. Toutes les pharmacies n'en ont pas. Moi-même, je travaille en pharmacie, on n'en a pas. Mais l'ODK travaille avec plusieurs pharmacies et qui remontent des stocks. Moi, j'en ai dans mon sac. J'aime beaucoup. Mais quand on apprend nature, elle est quand même très forte. Quand j'étais enfant, ma mère m'a donné sur un sucre. Oui, tout à Je fait. voulais savoir en alcool. Et puis, comment Richelieu la prenait. Justement, on ne sait pas. Et puis, alors, une question peut-être un peu bête, mais ils ne sont pas obligés de déposer comme les brevets INPI quand c'est des produits comme ça. Je ne sais pas tout à fait. Non, mais oui, mais le secret est le même. Non, je veux dire, c'est une question de secret. Alors, pour votre première question, comment ça se prenait? Alors oui, c'était sur un... Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Alors, sur un sucre ou alors dilué, dans une boisson, comme je disais tout à l'heure, là, c'était écrit bouillon, liqueur, bref, dilué. La teneur en alcool, eh bien, j'en sais rien. C'est comme je disais, oui, oui.
C'est assez fort. Euh, et après, votre deuxième question, oui, eh bien, c'est une question. Non, je pense pas qu'il y ait besoin de déclaration. Non, du coup. Peut-être pour les. Propriété industrielle, hein. Le BIPI, c'est pour la propriété industrielle. Pas dans ce cas-là. Bonsoir. C'était très intéressant, merci beaucoup. Moi, je suis guide chez Chartreuse. On a un espace culturel au sein du Val Saint-Germain. Parce que les moines chartreux avaient un monastère avec une petite famille dans laquelle ils créaient aussi un monde de vie, un petit monde de C'était passionnant parce que c'est énormément de parallèles à ce qu'on entend dans les histoires. Parce que tout s'est arrêté aussi en 1790. Dans la canadienne, dans l'espace, etc. Et du coup, j'ai plein de questions. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait aussi un jardin de simple, une apothicairie? Est-ce que les gens pouvaient rentrer et s'entretenir avec les carmes, comme c'était le cas pour les châteaux, par exemple? Alors déjà, merci pour, pour votre évidente participation. Alors oui, ils avaient un jardin des simples, bien sûr. C'était d'ailleurs avec ces simples-là qui produisaient leur eau. Tout était fait in situ, vraiment. Et alors, il y avait des carmes qui étaient dédiés justement à la culture des plantes, à la préparation, là, vous voyez, des successeurs, mais vraiment déjà de base, qui étaient dédiés à la fabrication de produits. D'autres carmes qui étaient plus le côté religieux, enseignement. Alors, vous dire si le public avait accès au Jardin des Simples, je ne saurais pas vous répondre, mais j'ai un petit doute. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, oui, un Jardin des Simples, bien sûr. Alors, d'ailleurs, si, je ne sais pas, ça faudrait revenir sur vraiment tout en haut, mais sur le plan, c'était le plan de survol que je vous ai montré tout au début. En fait, j'espère que c'est toujours en train de partager. Je pense. Voilà. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, bon, déjà là, on a l'église, mais ici, je pense que j'ai vraiment le jardin des simples, en fait, le jardin des plantes. Voilà. Ouais. J'ai une question. Pour l'élixir de Chartreux, on sait qu'il y a un processus de distillation. Oui. C'est toujours très secret aujourd'hui. Je me demandais si pour les cas. C'était par distillation également. Oui, oui, oui. Merci. Ce que j'ai vu beaucoup, c'est que ma grand-mère utilisait beaucoup cette codicard. Et comme même quand vous partez en voiture, vous mettez l'os, vous donnez sur un sucre. Ce qui est intéressant, c'est que les parents de ma grand-mère, les grands-parents et les arrière-grands-parents étaient pharmaciens. Et je suis sûr qu'ils avaient la formule de l'eau-des-carmes. On n'appelait pas ça eau-des-carmes, ils appelaient voyer. Donc, ça s'appelait ça eau de mélisse. Eau de mélisse, voyer, je ne sais pas si c'était la même chose, mais je me suis inscrit dans ma grand-mère avec ça, on est beaucoup oui, dans l'univers à côté, c'était pas des techniques. Je ne sais pas s'ils avaient la formule ou ce qui se passait. Eh bien, du coup, non. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Les carmes des chaussées avaient leur formule et c'était le secret de leur vie. Ils conservaient ça comme vraiment leur. Bon, bref, c'était hyper précieux et normalement, personne d'autre qu'eux n'en a eu connaissance. Hormis, bien sûr, leur successeur. Ça, je ne le connais pas. C'était vraiment conservé au sein de leur couvent. Et la formule dont vous parlez, eh bien, c'était sûrement l'une, parce qu'il y avait énormément de formules d'eau de mélisse. Alors, c'était pas forcément appelé eau d'écart, hein, c'était eau de mélisse merveilleuse, eau de mélisse spiritueuse, dans beaucoup d'ouvrages à visée scientifique, utilisés par des apothicaires, mais c'était pas la vraie eau d'écart. Je reste une cheville au corps, mais c'était pas du coup vraiment l'eau d'écart au sens strict. Voilà.
Oui, bonsoir. Je voulais répondre à vos questions parce que à la fin, je voulais remercier Aurélie Loton pour cette conférence de la mairie du 6e. Je suis directeur de l'ODP des Carmes. Et donc, à ce titre-là, je voulais vous dire que la formule n'avait pas changé, mais bien sûr, la formule, elle est secrète. Et il y a des ingrédients qui apparaissent sur notre site. On met les 14 plantes et les 9 épices, mais il y a des ingrédients qui n'apparaissent pas sur le site. Et donc, on met sur des vendeurs et là, on tient à les garder secrets, bien sûr. Après, dans un produit, il y a un tour de main, il y a des quantités, bien sûr, hein, des qualités. On cultive à Carrière-sur-Seine, donc les plantes, enfin 11 des 14 plantes et les épices du monde entier. C'est un peu tout ce que je voulais dire. On répète du savoir-faire, on est fiers de le faire. On laisse masser les plantes, c'est très artisanal. Et si un jour certains d'entre vous sont intéressés de venir visiter avec l'Office du tourisme de Saint-Germain-en-Laye, ils organisent des visites. Alors, ils viennent, ils donnent des dates. Il y a des groupes de 25 ou 50 personnes qui viennent. On sera ravis de vous recevoir. Merci. Administrativement. Pour l'histoire moderne, est-ce que c'est une production qui est limitée, qui est en petite quantité? C'est limité par rapport à notre marché. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on vend 400 000 bouteilles par an. Avec les 4, les 5 et les 10 centimes. Voilà, c'est la fois, monsieur le directeur depuis l'historien. Est-ce qu'à l'époque, vous avez une source d'eau? Ou est-ce que c'était l'eau de la Seine? Et puis, Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, j'imagine qu'ils avaient une source d'eau potable proche de chez eux. Alors, je vous avoue, je n'ai pas consulté les plans des ports ou quoi que ce soit, mais j'imagine qu'ils devaient s'approvisionner en eau potable. Je ne sais pas si c'est ou pas. Il y avait la communauté d'ici qui a mené de l'eau dans tout le quartier, donc une eau vive, etc. Ce n'était pas l'eau de la Seine, c'était une eau vive. Il avait créé pour alimenter le Luxembourg, et aussi, pardon, de la bière. Peu importe, mais c'était une eau. Oui. Parce que l'eau de la Seine n'est pas potable, à ma connaissance. Je crois qu'elle n'a jamais été, c'est ça. C'est ça. Et au hasard, cette aqueduc avait un regard dans la cour des Chartreux, qui se trouvait à peu près ces montagnes actuellement, juste aux limites du lycée Montaigne et du jardin du Luxembourg. On va finir. Un regard à l'Institut national de Jonction, rue Saint-Jacques. Vous avez la maison du Montaigne qui est à côté de l'Observatoire. C'est un lieu qui reste de cette maison des bassins. C'est le lieu sur lequel a été construite l'actuelle faculté de pharmacie. Voilà. Autre question, Madame la Présidente. Merci. Nous allons garder le secret de toute façon. Vraiment, un grand merci pour votre venue jusqu'à nous. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et nous vous souhaitons au nom de tout le bureau et du conseil d'administration de la Société du 6e de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.
Alors, juste avant que vous partiez, déjà, je voulais vous remercier encore d'être venu m'écouter. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire cette présentation. Je voulais aussi remercier plus spécifiquement les membres de la Société d'histoire de l'informatique qui se sont déplacés pour m'écouter. Ça m'a vraiment fait très grand plaisir également. Ce ne sont pas membres de la Société historique du cinéma arrondissement, alors pas tous. Hier, pas tous. Oui, c'est ça. Mais voilà, ça m'a vraiment touchée. Et merci à tous et bonne fête de fin d'année. Merci. Oui, pour ajouter une toute petite chose, puisque Aurélie